Bueno, pues vamos a proseguir. Vamos a seguir con nuestra primera conversación de la mañana en torno a la cultura, y para ello tenemos a un especialista camusiano y a otro miembro de la familia, Franck Planel, con nosotros, a Natalia Menéndez, que para mí particularmente pues estoy muy contenta que haya podido estar hoy con nosotros, y el artista Mahi Binebine de Marruecos, que también nos acompaña en esta conversación. Con ellos tres os dejo y te doy la palabra, Franck, y buenos días a todos. Muchas gracias. Bon, voy a hablar en español. No, francés mejor, para todos. Donc j'ai la tâche de relier un petit peu, et même beaucoup, le thème qui nous est proposé à l'œuvre de Camus. Mais après Agnès, j'avoue que je me sens humble. Donc veuillez accepter mon humilité. Alors, tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Donc, c'est l'intitulé de cette phrase est prononcé par Camus lors d'un entretien qui est publié dans la revue Caliban en 1951, au moment où il est en train d'achever l'écriture de L'Homme révolté. Mais elle se retrouve textuellement dans un projet de préface qu'il avait écrit pour Actuel, c'est-à-dire les chroniques 1944-1948. Alors, je voudrais souligner dès maintenant ce mot de chronique, pour y revenir plus tard. Le second point que je voudrais remarquer, c'est que cette phrase concerne la presse de son temps, c'est-à-dire à une époque, les années 50, où, évidemment, il n'y a pas Internet, ni les réseaux sociaux, presque pas de télévision, très peu de radio. La presse est donc le média, comme on dirait aujourd'hui, le plus puissant et le plus influent. Cela permet d'avancer une première hypothèse de lecture, à savoir que quand nous lisons presse, nous pensons médias. Et à ce moment-là, le message de Camus prend une surprenante et brûlante actualité. Le troisième point en préambule que je voudrais proposer à notre réflexion est celui du mot culture. En effet, une interprétation un peu trop rapide pourrait restreindre le mot. La culture, ce sont les manifestations de l'art dans une société. Mais c'est peut-être négliger trop vite ce que le mot culture dit du vivre ensemble. Et Camus, dans Les Témoins de la Liberté, écrit « Le témoin de la liberté, les hommes vivent et ne peuvent vivre que sur l'idée qu'ils ont quelque chose en commun où ils peuvent se retrouver. » Cette définition de la culture est au tout début de l'œuvre camusienne, des Noces, dans l'été à Alger. Ce passage où Camus parle des hommes et des femmes d'Algérie, et il écrit « Voici pourtant un peuple sans passé, sans tradition, et cependant non sans poésie, mais d'une poésie dont je sais bien la qualité dure, charnelle, loin de la tendresse, même de leur ciel, la seule à la vérité qui m'émeuve et me rassemble. Le contraire d'un peuple civilisé, c'est un peuple créateur. Ces barbares qui se prélassent sur les plages, j'ai l'espoir insensé qu'à leur insu, peut-être, ils sont en train de modeler le visage d'une culture où la grandeur de l'homme trouvera enfin son vrai visage. » Alors, il faut nuancer immédiatement le mot « barbare », comme le fait Camus lui-même, à la même époque de l'écriture de l'été à Alger, dans la présentation de la revue Rivage. Il écrit « S'il est vrai que la culture ne se sépare pas d'une certaine barbarie, rien de ce qui est barbare nous est étranger. » Vous voyez le clin d'œil à la phrase de Terence, Homo sum nihil humani amelianum puto, je suis humain et rien de ce qui est humain m'est étranger. Le tout est de s'entendre sur le mot barbare. Et cela déjà constitue un programme. Alors, pensons à l'expression « l'heureuse de barbarie » dans la préface aux œuvres aux îles de Jean Grenier. Le barbare, c'est finalement, dans ce sens-là, non pas celui qui est contre, mais celui qui est avant la civilisation, avant la culture.
hein, pour le jeune barbare que j'étais à l'époque, dit-il à propos de sa découverte de l'art. Et cette culture du vivre ensemble, c'est justement une définition que reprend la conférence que Camus fait à la Maison de la Culture en 1937 sur le thème de la nouvelle culture méditerranéenne, dans laquelle il fait la différence entre la latinité et la Grèce, et dessine une ligne de partage nette qui lui fait affirmer que la Méditerranée vivante, dont chacun se réclame, est la négation même de Rome et du génie latin. Rencontre de l'Orient et de l'Occident, terre de métissage, cette jeune Méditerranée apparaît alors comme la référence, le paradigme, le modèle que l'on retrouve dans la pensée de Midi à la fin de l'homme révolté, d'une culture qui unit les hommes depuis ce qu'ils sont, dans leur rapport au monde, à la nature, au corps. C'est ainsi que cette culture au sens de communauté vivante, dans laquelle chacun peut se retrouver, c'est à l'intérieur de cette culture-là que peut émerger la culture, qu'il exprime dans ses créations et ses œuvres. D'une certaine manière, elle dit aussi la provenance de l'artiste, la fidélité à laquelle il ne peut pas déroger. Un passage de Nos Atipasa le dit, il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Il y a aussi un temps pour créer, ce qui est moins naturel. Il me suffit de vivre de tout mon corps, de témoigner de tout mon cœur, vivre Tipasa, témoigner, et l'œuvre d'art viendra ensuite. Il y a là une liberté. Une dernière remarque concernant l'été à Alger, qui permet de mieux préciser cette idée de culture comme lien vivant de l'homme au monde et parmi les hommes. C'est l'inflexion qui s'opère au moment du Minotaure ou la halte d'Oran. Vous savez, dans une ville qui retrouve une partie de la tonalité de l'été à Alger, mais en même temps qui est fondamentalement déjà autre, tournant le dos à la mer, enfermée sur elle-même, dans ses pierres et sa poussière, et déjà prête à recevoir l'épidémie qui va la dévaster dans la peste. Ainsi, dégrader la culture, comme l'écrit Camus, c'est d'abord en couper les racines, c'est-à-dire tout ce qui fait lien avec le monde, avec la nature, dans la joie du corps et dans la communauté vivante. Et c'est alors que le monde se peuple de silhouettes. Quel est alors le marqueur de cette dégradation, de l'activité des idéologies à l'œuvre, même dans les temps qu'on pourrait dire de paix parfois? Cette formulation, d'ailleurs, pourrait être un peu limitante. En effet, comme il a été dit ce matin, nous sommes dans une époque où se manifestent encore les idéologies, que nous pourrions dire traditionnelles, au sens de doctrines affirmées, se prétendant justifiées par des philosophies, des projets millénaristes, portés par des personnages identifiés. Leur rhétorique, leurs usages du mensonge, de la haine, ont déjà, hélas, une postérité qui permet de les identifier et parfois de les combattre. Mais s'il n'y avait que cela, il semble qu'à cela s'ajoutent d'autres formes de dégradation de la culture et par conséquent de l'homme. Car ce qui est en question alors, certes, ce sont les idéologies à l'œuvre, mais ce qui, sans avoir d'idéologie qui le justifie ou le planifie, est à l'œuvre de la même manière. Pour mieux l'identifier, revenons à Camus et à ce qu'il dit à propos de la presse. Entendons médias. Une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée, par un millier d'amuseurs cyniques décorés du nom d'artistes, court à l'esclavage malgré les protestations, et ceux-là même qui participent à sa dégradation. La média-presse, au sens global de la communication qui envahit le monde, est non seulement le marqueur visible de la dégradation des cultures, humaines au sens du vivre ensemble et artistique au sens des œuvres d'art, mais son principal outil. Ces armes sont, comme dans le cas des idéologies, le mensonge, la haine. Là aussi, où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce et se perpétue. La haine, de son côté, on le sait, perpétue son œuvre de destruction de tout dialogue et fait de tout contradicteur un adversaire ou un ennemi. Alors, j'ai trouvé dans Témoin de la liberté une phrase qui, si on pense à notre temps actuel, résonne de manière très, très forte. Le XXe siècle,
on peut dire donc maintenant le 21e, est le siècle de la polémique et de l'insulte. Elle tient la place que tenait traditionnellement un dialogue réfléchi. Des milliers de voix, jour et nuit, poursuivant chacune de son côté un tumultueux monologue, déversent sur les peuples un torrent de paroles mystificatrices, attaque, défense, exaltation. La haine se renforce du mensonge, se nourrit d'elle. Il semble alors que le système tourne à plein régime et même a tendance à aller plus vite. En effet, l'arrachement de l'homme au monde, à la contemplation, à cette culture première qui fait communauté, se réalise non plus contre sa volonté, mais parfois à ce qui ressemble à sa volonté, dans le métaverse, la réalité augmentée, les amitiés, les amours virtuels, les diverses addictions numériques. L'individu solitaire n'a plus la solitude qui le ramenait à une communauté. Le commun sur lequel se retrouver est hors du monde et, si l'on peut dire, dans d'autres mondes. L'art lui-même n'échappe pas à cet enjeu avec l'apparition récente des NFT, vous savez, ces algorithmes qui créent des images œuvres d'art, ou, encore plus récemment, le chatbot, j'espère que je prononce bien, qui est capable de traduire des textes, d'en synthétiser, de créer même, selon les indications données par un utilisateur. Ainsi, haine, mensonges, fake news, morphing se déversent en continu. Face à cela, ou plutôt venant le compléter, il y a les idéologies meurtrières, celles que Camus appelait la folie de la vertu. Et je crois qu'on en parlera. Et cette exigence de pureté qui irrigue autant les idéologies terroristes que les discours sur la consommation. Vous savez, on est vertueux dès l'instant où on achète des produits vertueux. Et jusqu'à même la réécriture de certains passages dans certains livres. L'horizon, donc, est bien encombré, finalement. Comment l'œuvre camusienne peut-elle nous aider à penser tout cela? Et les réponses qu'elle a apportées dans son temps peuvent-elles nous être de quelque secours? C'est finalement la question qu'il faut se poser. C'est sur ce point que je voudrais revenir sur le terme de chronique. Camus le donne en sous-titre des différents volumes des actuels. Ces chroniques sont certes celles d'un écrivain mêlé à la vie publique de son temps, de son pays, comme il le dit, mais c'est en elles que se rencontrent l'homme et l'artiste. Et là, il y a peut-être un point de jonction qui est très fécond. Le premier, l'homme, serait du côté du journaliste, c'est-à-dire de celui qui doit informer, tendre un miroir à la société, faire la relation de ce qui se passe et le mettre en perspective. Il doit alors impérativement, par la nature même de son métier, faire le choix de la vérité ou du mensonge. Qu'on se souvienne, vous savez, dans La Peste, cette réponse de Rieu à Rambert, le journaliste qui vient à Oran, qui veut faire un reportage sur la condition des Arabes, et il demande à Rieu s'il peut l'aider. Rieu lui dit, mais est-ce que vous pouvez tout dire? Et Rambert, embarrassé, lui répond que peut-être pas tout. À ce moment-là, Rieu rétorque qu'il ne l'aidera pas. C'est ou la vérité, ou la vérité. Et donc, sans cesse, c'est ce qu'affirmera Camus dans Alger républicain, dans Combat, dans l'Express, dans toutes ses prises de position en tant que journaliste. Il est alors celui qui témoigne de la vérité pour la communauté des hommes. Au moment où celle-ci est menacée, la chronique éclaire et porte la vérité, comme parfois le doute, affirme en même temps ce qui ne peut pas être caché ou transgressé. De ce point de vue, il est significatif de voir se rejoindre l'artiste et le journaliste dans la forme particulière de l'écriture de La Peste, comme une chronique. Et c'est à ce moment-là l'artiste qui prend le relais. Alors certains ont déploré évidemment l'engagement de Camus dans le journalisme, en disant qu'il écrivait trop dans le journalisme, mais il faut approfondir cette relation. Le journaliste est en amont de la création, se meut dans la chair de la communauté humaine, il exerce à chaque instant les vertus du dialogue et de la recherche de la vérité. Et en cela, il éclaire et nourrit l'artiste. Alors, je voudrais juste vous dire
À Barcelone, à l'aéroport, j'avais un peu de temps et je regardais les livres et je suis tombé sur un livre de Javier Cercas, No Callar. Et alors bon, ma traduction est très mauvaise, mais je vais le dire en français pour pas paniquer tout le monde avec l'espagnol. Il parle du citoyen et de l'artiste dans son prologue. Et il dit, l'idéal est que le citoyen fournisse l'artiste en expérience, idées, convictions, et que l'artiste les mette en question dans ses romans, les soumette à des examens, des résistances, pour permettre aux citoyens de les réaffirmer si elles sont valides, ou pour obliger à les reformuler, ou même à les changer si elles ne sont pas valides. Et j'ai trouvé il y avait un accent très camusien dans ce prologue du livre de Javier Cercas, No Callar. J'ai perdu, je retrouve mon fil. Donc l'artiste, finalement, lui, il parcourt ce que Camus appelle les terres ingrates de l'art, dans une solitude essentielle. Et ce désert, comme il écrit, ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. Il connaît des territoires qui sont vierges, sans éthique, sans forme, puisqu'il crée la forme et avec elle l'éthique. Mais, dit Camus dans Le témoin de la liberté, il y a une remarque qui est très intéressante sur sa connaissance profonde. C'est le même territoire que celui du tyran. L'un veut unifier, uniformiser, alors que l'autre veut l'unité des différences, des contraires. Il connaît le territoire intime du tyran, voire Caligula. Et il sait en mesurer les différences. Donc là où l'un nivelle, excusez-moi, j'ai perdu ma page, l'autre tente de créer de nouveau le dialogue, l'harmonie des différences et des contraires. L'artiste reste ainsi ancré dans la chair, dans l'unité contre la totalité, en ne se coupant pas de cette première culture qui est la culture humaine de la communauté vivante. Ainsi, l'artiste chroniqueur du monde est aujourd'hui le seul à pouvoir nous offrir cette image privilégiée des souffrances et des joies communes, et par là à contribuer à la régénérescence de la communauté humaine. C'est par l'art et par lui seul qu'il est possible de lutter contre la dégradation de la culture, à la fois en tant que désignant la communauté vivante et son expression artistique. Il peut écrire Caligula et nous pouvons le comprendre. Entrer dans le monde de Caligula, pouvoir mieux le combattre. Ainsi, l'œuvre a la possibilité de nous dévoiler ce qui parfois, sourdement, silencieusement, travaille en nous pour nous asservir. Il est à la fois le témoin et le passeur de liberté. Mais en même temps, il peut nous renseigner parce que ces territoires ont changé. Il peut nous renseigner sur les nouvelles formes de tyrannie, sur les nouveaux territoires de la tyrannie dont je parlais en parlant des médias. Et nous, finalement, que pouvons-nous faire à notre niveau, à notre humble niveau ? Sans doute pouvons-nous tenter de continuer d'entrer dans les fissures du système, d'entrer dans les failles, de les faire jouer, de les faire travailler. De quelle manière ? Tout simplement en reprenant les thématiques camusiennes du refus du mensonge, du refus de la haine, et de tenter de dévoiler dans ce qui nous est proposé, ce qui peut apporter à tous. Et ainsi, de pratiquer cette générosité qui consiste dans la fraternité, à savoir et à apprendre sans cesse à donner et à recevoir, chaque jour, en toutes circonstances, pour que, comme le disait Camus et que l'a cité Agnès, pour que la vraie générosité envers l'avenir consiste toujours à tout donner au présent. Voilà. C'est moi. Bonjour, merci pour cette superbe invitation dans cette ville magnifique, cette île magnifique.
Je suis très content d'être parmi vous. Alors, je vais parler d'une expérience camusienne et qui est concrète. En 2003, 14 jeunes sont sortis d'un bidonville appelé Sidi Moumen et ils ont fait un carnage à Casablanca. Ils se sont fait exploser dans plusieurs endroits de la ville, faisant 45 morts, 100 blessés graves, etc. C'est-à-dire, les Marocains se sont réveillés ce jour-là avec une douche froide, sous une douche froide. On n'était pas habitué au terrorisme. Au Maroc, on n'était pas habitué. Le Marocain n'est pas violent par nature. On pensait qu'on était immunisé contre le terrorisme. Ça se passait en Tchétchénie, ça se passait loin, pas au Maroc, pas à Casablanca. Et parce que le Marocain est sympathique. C'est-à-dire, tu te perds dans la rue, tu demandes ton chemin, il y a 10 personnes qui s'arrêtent. Ils te donnent 10 directions différentes, mais ils sont sympathiques. Alors, je me suis dit, j'étais parti pendant longtemps, Hassan II était mort, le Maroc se démocratisait, et je me suis dit, je vais rentrer, tenter de vivre dans un endroit sympathique, qui est Marrakech, ma ville. Et en 2003, il y a eu ces attentats. J'ai voulu comprendre ce qui nous arrivait. Alors je me suis déplacé à ce bidonville. On m'a indiqué où il se trouvait. Je me suis déplacé. Et là, je n'ai pas trouvé un bidonville. J'ai trouvé une ville de 300 000 personnes. C'est-à-dire on ne soupçonnait pas l'existence de cette ville. C'est entre Casablanca et Rabat où tout est propre, l'autoroute nickel, il y a des murailles. On ne voit pas ce qu'il y a derrière les murailles. Et là, j'ai été derrière les murailles et j'ai trouvé des égouts éventrés. C'est-à-dire, on n'était pas au Maroc. On était n'importe où ailleurs, mais pas au Maroc. Des baraques, du plastique dessus. Quand il pleut, ils reçoivent la pluie. Voilà, c'était terrifiant. Donc, je me suis promené dans ce bidonville, puis j'y suis revenu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. J'ai vu les associations qui m'ont raconté la vie de tous les jours. J'ai rencontré les enfants. Et je me suis dit, je vais écrire un roman pour raconter la vie de ces enfants. Comment ils vivent et pourquoi ils sont devenus des bombes humaines. Et j'ai choisi de raconter l'histoire d'une équipe de foot, comme le film Timbuktu de Abdelrahman. Mais là, il jouait un vrai ballon. C'est-à-dire, dans le film, le ballon, il n'existe pas, il est imaginaire. Et donc, j'ai rencontré ces enfants et je ne les ai pas trouvés très différents de moi, petit. Ma mère, seule, mon père est parti quand j'avais 3 ans, elle était secrétaire, 7 enfants. Et je jouais pieds nus dans la rue. Je me suis vue dans ces enfants. Et j'ai voulu raconter leur vie. Mais évidemment, à cette époque-là, parler des terroristes, on ne peut pas dire que cet enfant est une victime. C'est ça que j'ai voulu dire. Que ces gamins-là ne sont pas des monstres comme on le montre dans le cinéma américain, comme on le montre partout. Ces gamins ne sont pas des monstres, ce sont des victimes. S'il y a un monstre, c'est cette mafia pseudo-religieuse qui s'installe toujours sur le fumier pour conditionner les enfants. Eux, c'est des monstres. L'État est terroriste aussi. Laisser 300 000 personnes vivre dans la crasse, vivre dans la saleté, vivre sans eau courante. L'État participe. La bourgeoisie qui paye les gens 100 € par mois, eux aussi, tout le monde participe à cette catastrophe. Et donc, j'ai commencé à écrire le roman. Et évidemment, je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas. Je peux pas dire le gars qui a tué ta mère, ton frère. Il est pas responsable. Il est responsable, bien sûr, mais pas tant que ça. Et donc j'ai écrit ce roman, Les Étoiles de Sidi Moumen, qui est traduit en espagnol, La Patera en espagnol. Et évidemment, il a eu beaucoup de succès le roman. Et on en a fait un film. Le cinéaste Nabil Ayouch l'a adapté au cinéma. Et donc, pendant le tournage, j'allais parfois assister, j'avais envie de voir mon histoire devenir à peu près vraie, de voir les gens. Et alors, pendant le repas, il y avait un buffet, et les enfants, Nabil Ayouch a pris les enfants du bidonville comme acteurs.
Et les enfants, ils remplissaient leurs assiettes comme ça. Le buffet était là, mais l'assiette, chacun, ils avaient 10 ans. Et l'assiette était... Et j'ai dit à Nabil, mais c'est quoi cette... Il m'a dit, je sais, il n'y a rien à faire. Ils ont l'impression que la fête va finir, donc ils remplissaient leurs assiettes. Et je lui ai dit, mais... Parce qu'il les a pris pendant quelques mois dans un appartement pour les former. Et donc, il prenait des douches. Et il devenait propre. Ils regardaient la télévision. Ils jouaient comme des enfants. Et soudain, ils remettaient leurs guenilles et leurs vieux habits pour jouer le film. Et là, il y avait quelque chose de malsain dans cette histoire. J'ai dit à Nabil, et alors, qu'est-ce que tu vas faire de ces gamins après il y en a 10 là? Il m'a dit, mais je ne peux pas les adopter. Je ne suis pas une assistante sociale. Qu'est-ce que tu veux, je vais les payer, ils vont retourner. Je dis, voilà, tu as pris des enfants, tu les as mis dans un milieu sain, propre, et tu vas les rejeter dans le bidonville. Ils vont fouiller dans la décharge avec tout le monde. Il m'a dit, mais je ne peux rien faire d'autre. Et alors, on a commencé à réfléchir. On a gagné beaucoup d'argent, et lui et moi, sur la misère. On s'est dit peut-être qu'il faudrait rendre cet argent à ses enfants. Et on a créé un premier centre culturel dans le bidonville, à Sidi Moumen. C'est un centre qui accueille aujourd'hui 1000 enfants. Et dans ce centre, on leur a mis un cinéma, une salle de musique, une salle de danse, des cours de langue, important les langues, pour leur dire attention, l'autre, c'est pas ton ennemi, c'est ton cousin. Et donc, on a été débordés par les enfants. Ils ne demandaient que ça. Et évidemment, ça n'a pas plu aux islamistes on leur a volé, disons, le pain de la bouche, parce que c'est des enfants c'était leur fonds de commerce. Et donc, un jour, ils nous ont fait un sitting. Nabil avait fait un film qui s'appelle Match Loved, où il parle des prostituées marocaines avec les Arabes du Golfe. Et ça a été un tollé, le film a été interdit. Et on a eu un sitting devant le centre. Il y a eu 300 barbus. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 300 barbus assis comme ça devant le centre. La fille, la directrice du centre, Sophia Armis, nous a appelés en disant « Qu'est-ce que je fais ? J'appelle la police, j'appelle la presse. » On lui a dit « Attends un peu. Attends, parce que les enfants viennent après 4 heures, quand ils sortent de l'école, ils viennent là jusqu'à 8 heures, 9 heures. » Et alors, on a été sauvés. On a été sauvés par qui ? Par les femmes qui sont venues amener leurs gamins au centre. Elles ont chassé les islamistes. Elles les ont chassés. Parce que les mamans qui venaient là, c'était aussi les tantes des barbus, la cousine, la sœur. Elles ont forcé le passage. Et voilà, on a été sauvés par les femmes de Sidi Moumen. Ils sont venus une fois, ils ne sont plus jamais revenus. Alors évidemment, on ne pouvait pas arrêter cette expérience. Évidemment, pour financer tout ça, on mendiait. Je suis devenu le champion du monde de la mendicité. Quand je chope un riche, je ne le lâche pas. Il faut qu'il me donne. Sinon, il dort mal. Et alors, on a ouvert évidemment un deuxième centre à Tanger, dans un quartier coupe-gorge qui s'appelle Beni Makada. Et ça, c'est les étoiles du Détroit. Les premiers, on a gardé le titre du livre, Les étoiles de Sidi Moumen, quand même. Et on a ouvert un 3e centre à Fès, un 4e à Agadir. Et le plus beau, je vous le donne en 1000, Miguel l'a visité, c'est à Marrakech, chez moi. Et c'est un palais exceptionnel. Et dans chaque centre, il y a 1000 enfants. Et c'est des enfants qui, maintenant, rêvent chez eux. J'ai écrit autrefois un livre qui s'appelle Cannibal. Non, c'est Cannibal qui est la patera. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai écrit un livre sur les immigrés clandestins qui s'appelle Cannibal. Et les enfants qui sont candidats à l'immigration clandestine sont les mêmes que ces enfants qui veulent aller au paradis. Parce qu'aux uns, on promet Minorque, Madrid ou New York, ou Milan, et aux autres, on promet le paradis avec 70 vierges, la belle affaire. C'est-à-dire, c'est les mêmes
parce que tous ces enfants ne rêvent plus chez eux. Et tout ce qu'on fait comme travail, c'est laisser ces enfants rêver chez eux. Et on les fait rêver. Et je crois que, je peux le dire fièrement, que je participe à ce que le monde ne se défasse pas. Voilà. Qué maravilla. Buenos días. Dar las gracias a este encuentro porque realmente es un privilegio estar aquí. Es una suerte poder tener la oportunidad de reflexionar acerca de las consecuencias de un mundo sin cultura o tal vez hacerlo desde las posibilidades que la cultura ofrece al mundo. Lo que degrada a la cultura parece fácil de distinguir, pero es una trampa, porque lo verdaderamente difícil es mantenerse libre de la degradación. Estamos expuestos a continuos procesos conductivos y técnicas de manipulación de las más sutiles a las más salvajes. ¿Somos parte de esa degradación? Tal vez debamos desmontar el concepto de cultura con C mayúscula, desacralizarla y desectorializarla para reencontrarnos con ella desde un lugar más común, más cercano. Convertirla en un bien común, crear espacios de confrontación donde la cultura es el espacio, intentar que no se instrumentalice por los muy diferentes poderes. ¿Es tal vez una utopía? La cultura debe ser un lugar pacífico de encuentro, diálogo, respeto. La cultura forma parte del sentido crítico, de la empatía, de la condición esencial de las personas. Es una necesidad. Con ella yo me hago a mí misma, tú te haces a ti mismo. Somos cada una y cada cual desde la dignidad humana, desde lo pequeño, desde lo ordinario. Así la cultura es riqueza, esa es su fuerza. Existen mudables maneras de empobrecer la cultura. En las naves del Español en Matadero de Madrid se puede ver Uz el pueblo, la obra del autor Gabriel Calderón, que he dirigido y que trata el tema de los fanatismos. Al principio, cuando la leí, me pareció un tema absolutamente necesario a tratar, pero que consideraba que a mí no me había atañido, que yo estaba fuera de eso, fuera de los fanatismos. Al ir estudiándolo, me di cuenta de que lo difícil es no caer o no haber caído en algún momento en algún fanatismo, ya que tiene que ver con cómo aplicamos nuestros valores y creencias y hasta qué punto estamos dispuestos a ser flexibles con ellos y con los valores de los demás. Creo que todas las personas hemos pasado y pasamos en mayor o menor medida por alguno de los fanatismos. Cuidado con las verdades o dogmas absolutos. Por eso, cuando nosotros pensamos que no vamos a caer o que nosotros no formamos parte de la degradación de la cultura, y mucho menos con la servidumbre, debemos aceptar que no tenemos tanta capacidad y que nuestra alerta no está siempre en ruta. Imagino que ya hemos caído cada uno de nosotros en la servidumbre, porque admitimos, porque callamos, porque silenciamos, porque somos cómplices, porque formamos parte de una sociedad que al menos una parte se dedica a aniquilar la cultura. O mejor dicho, estamos expuestos a un sistema que nos proporciona herramientas para que seamos cada uno de nosotros quienes poco a poco la vayamos aniquilando. Por supuesto que no quiero caer en esta visión como única, sería penoso, grave y sobre todo no haría honor a la verdad. Siento la duda de si empezar por lo que sería un mundo sin belleza, sin capacidad de reflexión, sin posibilidad de libertad, o hacerlo desde el regalo del crecimiento, del sentido común, de la educación en valores y en derechos humanos que nos proporcionan las culturas, que a su vez constituyen la cultura. Soy una mujer de teatro y de fe. Llevo años creyendo en la capacidad sanadora de la cultura. Según muy diversos estudios realizados en ciertas universidades de los Estados Unidos, se descubrió que las posibilidades de recuperación feliz de las personas enfermas que iban al teatro eran de un 80%. Sorprende que este estudio se haya realizado desde los Estados Unidos, donde la sanidad no es pública, donde se fomenta la desigualdad, donde curarse es una cuestión económica, injusta y despiadada.
Por suerte, existen voces en el mundo que se levantan a pesar del peso de la feroz economía. Durante el periodo más duro del encierro de la pandemia, la cultura fue imprescindible para que las personas no perdieran el juicio provocado por el terror que se ejerció desde los muy diferentes poderes. Con canciones, lecturas, obras de teatro, películas, debates de ideas, óperas, visitas digitales a los más grandes museos y exposiciones, charlas sobre temas que nos estaban sucediendo, conciertos, danza. Fueron muchas y de múltiples formas, la mayoría gratuitas, para ayudar a soportar el encierro y el miedo. Conseguimos conectar con las personas, creando de nuevo espacios de tribu, volver a la reunión entre las personas. Conectamos con lo colectivo, con las raíces culturales, con lo contemporáneo. Pudimos elegir, las posibilidades fueron inmensas. Tratamos de provocar esa conexión para sacar a las personas de sus realidades y crear por unos instantes un cambio en sus vidas. Y al hacerlo, también nosotros cambiábamos. Esa conciencia fue de enorme ayuda. Debo decirles a título personal que me aficioné a los audiolibros. Me permitieron revisitar o leer de otra manera los grandes clásicos. Descubrí montajes de teatro proporcionados por diversas plataformas digitales de preciados teatros que en otro momento no hubiera sabido cómo encontrarlos. Recibía mensajes de amigos para que no me perdiera tal o cual debate, me mandaban enlaces múltiples, etc. Esos momentos me liberaron de la enorme presión que viví y me ofrecieron diferentes oxígenos. Fue alimento esencial para mí. De toda esa etapa, al menos en España, se han vuelto a recuperar las bibliotecas, las personas han vuelto a saborear la lectura. Desde la gestión teatral nos dimos cuenta de la sed de teatro que las personas tenían. Cada día los espectadores encerrados nos mandaban mensajes para saber cuándo se iban a abrir las puertas y también recibimos mensajes de ánimo. Cuando conseguimos abrir, las colas para entrar al teatro fueron inimaginables y el comportamiento cívico entre cualquier desajuste provocado por la pandemia nos dejaba sin palabras. Eso nos provocó la fuerza y el motor a todos los que trabajábamos en los teatros, artistas y técnicos. Fue un aliento que se retroalimentó para seguir adelante a pesar de las muchas cuestiones que nos intentaban parar. Esta suma de todas las individualidades que querían escuchar palabras, gestos, emociones e ideas consiguieron provocar un cambio en la sociedad. Nunca los creadores estuvieron tan creativos. Fue increíble que un momento tan cruel y tan feo provocara tantas ganas de proyectar, de realizar encuentros con otros y buscaran la belleza tanto en el detalle como en lo grande. No solo fueron los creadores del sector cultural, poco a poco fueron surgiendo personas que se implicaron en crear para sí y para los demás. Desde muy diversos lugares se dieron las herramientas para que cada cual pudiera construir o reconstruir las suyas propias, para entender y vivir la vida con mayor calidad de la que se les estaba ofreciendo. Claro que existió la contrapartida, la que buscó la degradación, la sospecha, la desconfianza, la enfermedad, el sometimiento. Esa tensión que provocaron tanto los fanatismos como los odios, es estar alerta para denunciar cualquier conducta considerada como peligrosa, entender una amenaza, el vivir en manos de otros, fomentando la destrucción humana y caminar hacia un planeta de enfermos terminales, o peor aún, un planeta de enfermos crónicos. Y aunque estas maneras de sentir y vivir en sociedad se propagaron como la pólvora, como el miedo, existieron en ese mismo tiempo aquellos que fueron capaces de imaginar sobre nuestros límites de lo que somos, de lo que sabemos, para interrogarnos sobre su sentido, para entender nuestra existencia desde diversas formas y desmontar la violencia. Muchas personas se abrieron a nuevas experiencias y liberaron los sentidos. El pensamiento crítico no debe ir hacia la disección y la discriminación como muchos poderes nos quieren llevar, ni tampoco hacia lo bueno y lo malo. No rompamos de nuevo cada día con esas dos maneras de ofrecer el pensamiento crítico, la analítica y la moralista. No nos sirven para coartar nuestra manera de imaginar y de desear. Las destrozan o no las permiten. Sigamos el camino de la no violencia. Así entiendo la cultura. Recupero un artículo de Robert Kurz sobre la degradación de la cultura, donde nos expone con lucidez, pero también con enorme pesimismo, que la cultura, en su sentido más amplio,
era una actividad extraeconómica y fue proscrita al llamado tiempo de ocio como una negación de la vida. Esta fue la primera degradación de la cultura de la era moderna. En cierto modo, la cultura se transformó en una actividad no seria y en un mero tiempo residual. Pero tan pronto como el capitalismo controló completamente la reproducción material de la sociedad, su insaciable apetito se extendió a los elementos inmateriales de la vida y comenzó a coleccionar una por una las actividades sociales segregadas y las subyugó lo más posible a su inherente racionalidad administrativa comercial. Esa fue la segunda degradación de la cultura. Se industrializó ella misma. Arte y cultura de masas, ciencia y deporte, religión y erotismo fueron produciéndose cada vez más como automóviles, frigoríficos o detergente. De igual manera, la producción de canciones y novelas, de descubrimientos científicos y reflexiones teóricas, de películas, pinturas y sinfonías y de eventos deportivos y espirituales pudo tener lugar únicamente como una producción de capital, plusvalía. Esta fue la tercera degradación de la cultura. En cualquier caso, en la época de prosperidad que siguió la Segunda Guerra Mundial, existió en muchos países una especie de parachoque social que protegía parcialmente la cultura del completo control de la economía. Este era el mecanismo de redistribución keynesiana, el gasto deficitario. No alimentó solamente el armamento militar y el estado de bienestar, sino también ciertas áreas de la cultura. Naturalmente, el subsidio estatal de la cultura imponía severas restricciones a su independencia. Sin embargo, el control estatal podía ser debatido públicamente y no era completo. Esta situación cambió completamente a partir de la nueva crisis mundial y la correspondiente campaña neoliberal. Los estados no se desarmaron militarmente, sino culturalmente. En una pequeña franja del espectro cultural, el apoyo estatal ha sido sustituido por la esponsorización privada. Actualmente, y más que nunca, estas están sometidas directamente y sin filtros a los mecanismos del mercado. Los institutos científicos y los clubes deportivos deben cotizar en bolsa. Las universidades y los teatros deben producir beneficios y la literatura y la filosofía deben someterse a las leyes de producción en masa. El acceso a los grandes canales de distribución solo lo obtienen lo que es útil como oferta de actividades recreativas de los siervos del mercado. Por consiguiente, en la remuneración de prestaciones culturales se producen grotescas distorsiones. Mientras que los futbolistas y tenistas obtienen ingresos millonarios, los productores de crítica y reflexión, de descripción e interpretación del mundo se hunden en el estatus de limpiadores de letrinas. Una sociedad que no puede reflexionar sobre sí misma y compuesta únicamente de pintura y vendedores impertinentes es social y económicamente intolerable. Para los productores de cultura, arte y pensamiento reflexivo ya no existen razones para ponerse al servicio del capitalismo tiránico y miserable pagador y buscar halagos en el desierto del mercado posmoderno. Si les queda un resto de dignidad, tendrán que emigrar interiormente y declarar secretamente al menos su irreconciliable hostilidad a las leyes del mercado. Esta intención no puede ser pasiva, tiene que ser activa. Quizá los productores de cultura deberían formar grupos, cooperativas, gremios, clubes y asociaciones anticapitalistas que no quieran vender nada, sino tan solo salvar los recursos culturales de la barbarie del mercado. Cierra comillas. Debemos estar atentos a ver si alguna de las cuestiones que aportó el escritor francés Sylvain Timsit sobre las 10 estrategias de manipulación masiva nos resuenan. Estas tienen que ver en cómo los medios nos manejan. Les cuento aquí las que me parecen más relevantes. La más común de todas, las estrategias de control de los medios, es la distracción. Implica cambiar la atención del público a cosas sin sentido o irrelevantes, o sobrecargan a las personas con información o enfatizan en eventos deportivos, celebridades y curiosidades. El objetivo es hacer que las personas pierdan de vista los problemas reales. A veces los poderes se descuidan a propósito o al menos no abordan ciertas realidades, hacen que sus ciudadanos piensen que es un problema que necesita una solución externa y ellos mismos presentan la solución. Por ejemplo,
Podrían retratar intencionalmente que una industria pública es peor de lo que es porque quieren privatizarla. La idea es justificar la venta. Lograr que el público permita cosas que normalmente no aceptarían, introduciéndolos muy gradualmente para que la gente ni se dé cuenta. Por ejemplo, es lo que sucedió con la reducción de los derechos de los trabajadores. El aplazamiento es una estrategia que hace que los ciudadanos piensen que están tomando medidas que podrían ser malas a corto plazo, pero que podrían ser beneficiosas para toda la sociedad en el futuro. El fin justifica los medios. Para que las personas se acostumbren a las cosas malas y no las rechacen y piensen que lo bueno vendrá más adelante. Muchos mensajes televisados, especialmente en anuncios, hablan con las personas como si fuéramos niños. Es una forma de control que intenta matar las habilidades de pensamiento crítico de las personas. Mantener a las personas ignorantes es uno de los principales objetivos de quienes controlan los medios. La ignorancia significa no dar a las personas las herramientas que necesitan para analizar las cosas por sí mismas. Significa contarles las partes interesantes, pero nunca revelar el detrás de escena de lo que sucede. Mantener a las personas ignorantes también significa apartar la atención de la educación. Resulta en una gran brecha entre la calidad de la educación pública y privada. Calman la sed de conocimiento de la gente y hacen que la inteligencia no sea importante. Otra estrategia de control de los medios es hacer que la gente piense que son ellos y solo ellos los culpables de los problemas, de sus problemas. Por lo tanto, las personas terminan tratando de adaptarse a su entorno y luego se sienten culpables por no lograrlo a la perfección. Desubican toda la ira que causa el sistema culpándose sin cesar a sí mismos. En las últimas décadas, la ciencia nos ha dado acceso a ese conocimiento sobre biología y psicología humana. Solo una pequeña cantidad de información llega al público. Mientras tanto, las élites tienen toda esa información y la usan a su antojo. Una vez más, podemos ver cómo la ignorancia hace que sea más fácil para los poderes controlar la sociedad. Es mediante la cultura, el conocimiento y la práctica de las artes y el pensamiento reflexivo cómo los individuos son capaces de romper el patrón de fascinación por lo comercial y dejan de estar dominados por el consumo. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky defiende que la cultura es una herramienta de resistencia y de creatividad. La cultura potencia los propios valores del individuo, potencia la reflexión y la lectura, potencia el pensamiento divergente y sin todo ello, el ciudadano no es más que un consumidor de éxito y moda, un títere. Tengo la sensación de que la sociedad actual esté constantemente en una tensión entre la dignidad y la violencia. Si se trata de conseguir una sociedad ignorante, atemorizada, gris, fanática y simple, lo que se crea es una sociedad violenta, repleta de brechas, heridas y disfraces. Es entonces cuando la economía más florece a través y con la violencia, la abraza, la ensalza. Es cuando estamos frente a frente, alejados los unos a los otros, tenemos miedo, pavor y rechazamos conocer y mucho menos apreciar las diferencias con el otro. Recordemos que uno de los fanatismos más peligrosos es el que el hombre se crea y se cree el centro del universo. Nos mantenemos en la vulgaridad y poco a poco, como uno de los cuadros negros de Goya, el duelo a garrotazos, nos vamos aniquilando. Pero eso no puede suceder tan fácilmente porque en el otro lado de la tensión se encuentra la búsqueda de la dignidad. Llevo años trabajando por una estética y una ética no violenta. Quiero una sociedad empática y mi esfuerzo se centra principalmente en ello. Sé que formo parte de una inmensa minoría donde la cultura es capital para poder vivir desde la armonía. En estos momentos me encuentro ensayando una obra de teatro junto con Teatro Azul de Armenia, Colombia, sobre la alegría. Se titula Alegría Station y tiene que ver con buscar los límites de las diferentes alegrías, las verdaderas y las falsas, y cómo podemos encontrarlas para mejorar nuestra calidad de vida. Debemos buscar motores de esperanza y de amor. Tal vez debamos recordar las funciones del arte y de ese modo dejar claro que la cultura no va a desaparecer. Ya sé que no todo en cultura sirve, no todo es útil, no todo en cultura busca la practicidad.
También se valora la inutilidad, el placer por el placer, como nos lo recuerda el filósofo y ensayista italiano Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil, donde describe que en el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. No seré yo quien provoque una tensión entre lo útil y lo inútil. Ambos son necesarios, y más si hablamos de cultura. Trato de buscar los diversos sentidos de la cultura, sus beneficios. Por eso voy a dar una serie de pinceladas acerca de sus muy diversas funciones. Existe la función mágico-religiosa, se creó con el arte primitivo, pero hoy en día sigue teniendo un enorme valor para etnias y grupos de muy variadas creencias. La función estética desde la antigua Grecia iba tomando una fuerza y marca los cánones de belleza de cada época, y también posibilita distintos tipos de belleza, provocando lo contrario a los cánones. También nos sirve para iluminar espacios enfermos, atemorizados, transformándolos, habilitándolos con armonía y reestructurándolos desde el goce, la magia y el encanto. Con la función ideológica se transmiten los pensamientos de los distintos movimientos sociales, políticos, religiosos. Asimismo, pueden ser los que quiere transmitir el autor o quienes hayan encargado la obra. No debemos entender esa función exclusivamente como una manipulación negativa o un medio opresivo que no permite la lucidez. Nos pueden dar herramientas para poder entender situaciones políticas, generar empatía, conexiones, caminos de paz, como el Museo Fragmentos en Bogotá. Igualmente, esta función puede derivar en la promoción y conmemoración, donde se basa principalmente la propaganda política, ya desde la antigua Roma, pero también se puede conocer a Cervantes. Con la función pedagógica se suele encargar al artista que ilustre mensajes para enseñar formas de entender la vida, crear métodos que nos procuren una cierta clarividencia, nos propongan interrogantes o incluso nos den punto de vista que nos solucionen nuestros interrogantes. Pero del mismo modo se puede caer en una forma de adoctrinamiento con los mensajes. Aparece entonces la función de registro, análisis y expansión de la realidad. El artista quiere ofrecer lo que sucede en su entorno y su contexto histórico. Si miramos al espectador, entonces podemos apreciar la función modeladora de la sensibilidad y la estimulación de los sentidos. La cultura puede servir al espectador, al lector, a afinar en sus emociones y, por lo tanto, a mejorar su ideología como generadora de conciencia. Surge la función terapéutica, sanadora, que ofrece respuestas a bloqueos, a ciertos interrogantes no resueltos. También surge la función inspiradora para provocar la creatividad o la acción a quienes lo contemplan, lo escuchan, lo saborean, lo sienten. Y no solo eso, sino que también sirve de sensibilizador de otras manifestaciones artísticas. Proporciona la posibilidad de la creación de un lenguaje universal a través de la música, danza, fotografía, pintura, escultura, vídeos. La cultura eleva el nivel de conciencia, puede ayudar a buscar un sentido ecológico, formar parte del universo. El tan repetido tema de la sostenibilidad solo se podrá llevar a cabo a través de una educación y de una cultura capaces de la defensa del respeto y la defensa de la diferencia. Debemos preguntarnos y reflexionar acerca de nuestra existencia junto a la filosofía y la ciencia para poder experimentar diferentes realidades de interés y ponernos a actuar dentro de la coherencia del formar parte de un mundo con otros seres vivos que debemos apreciar. La pregunta que debe hacerse es por qué existe este miedo a la cultura. Quizás porque en todas sus vertientes, desde la artística hasta la literaria, es un poderoso instrumento de liberación. La cultura nos hace conscientes de la riqueza de dar vida a algo nuevo e inesperado. Siempre es una explosión de vitalidad, tanto a nivel personal como colectivo. La periodista brasileña Ana Marcos nos recuerda que la cultura es música, arquitectura, poesía, todo lo que el ser humano es capaz de expresar de la forma más positiva. La cultura nos hace más pacíficos, más receptivos a lo nuevo, más abiertos al diálogo y más alejados de la violencia. La cultura trae siempre los gérmenes de una revolución latente para ampliar los horizontes de la vida.
Atemoriza a los intolerantes porque crea nuevos espacios de felicidad, placer del espíritu y de la carne. El concepto de la cultura va más allá del arte y de su disfrute. Siempre ha estado asociado a la civilización y el progreso. Lo contrario de la cultura es la barbarie, la degradación de los mejores valores de la humanidad. La etimología de la palabra cultura del latín evoca el cultivo de la tierra. Es la que crea los frutos y por eso siempre ha estado relacionada con la vida, con todo lo que surge de nuevo, no con la muerte. La cultura asusta a cualquiera que apueste por la violencia y la muerte, por el lado negativo de las cosas y no por la creación. Existe en nuestros días una notable ausencia de actitud revolucionaria y crítica, potenciada por un radicalismo extremo en los pensamientos y en la política que, en palabras de la filósofa ensayista española Marina Garcés, contribuye a no solo a desmovilizar, sino también a aumentar la impotencia frente a la interdependencia y las relaciones en nuestros entornos colectivos y políticos. Y es que, añade la filósofa, parece que hay todo un aparato cultural que contribuye a aumentar esa sensación de que no podemos hacer nada, de que no nos queda más que contemplar la catástrofe, y por eso nos la enseñan una y otra vez. No hay nada más fácil de controlar que una persona infeliz. No hay nada más incontrolable que una persona feliz. Por eso la sociedad nos quiere infelices. Tú nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vas a vivir si estás buscando el sentido de la vida. Albert Camus. Por último, destacar la alegría, el placer, el disfrute y el beneficio que nos proporciona la cultura. Acabo sencillamente apelando al sentido común de cada una y cada uno de nosotros para darnos cuenta de que somos corresponsables de la fragilidad y de la fuerza de la cultura. Debemos actuar para no degradarla. Tenemos capacidad para ello, así que les animo y les deseo el mejor de los vientos en esta empresa. Gracias. No sé. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, Sandra? ¿Hablamos? On parle. On peut parler en français. Donc. Oui, on peut parler en français. Mais on a déjà tout dit, non? Après ce que vous avez raconté, moi, on a fait le tour de la question. Je sais pas. Quelqu'un français disait à son secrétaire, tout a été dit, et bien maintenant faisons notre musique. Ah, et là vous m'entendez? C'est bon? C'est bon? Ça marche? Ah. Bon, mais sinon je rentre à la maison. Ils vont vous réviser. Ah, et là? Là, ça parle bien, non? Je ne sais pas. Non, ça ne marche pas? Le mien marche. Sinon, il y a le micro. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Là, on m'entend. Ouais. Là Bon. Oui, alors je ne sais plus quel écrivain français disait à son secrétaire, tout a déjà été dit et maintenant faisons notre musique. Alors, faisons notre musique. Non, ça marche pas? Si, ça marche, non? Oui, c'est bon, ça marche. Ah oui. Ah, Ah oui, d'accord. Donc oui, alors je la répète, c'était un grand écrivain français qui disait à son secrétaire, tout a déjà été dit, et bien maintenant faisons notre musique. J'ai Bon. pas chanté, hein? J'ai Non. pas chanté. Non, t'as pas chanté? Je sais pas chanter bien. Non, moi je lance. Ouais. En t'écoutant, me revenaient en mémoire les textes de Lorca sur le théâtre. Ouais. Sur la différence qu'il fait entre El Público et El Pueblo. C'est. Et l'exigence qu'il a au niveau du théâtre pour avoir une action sur El Pueblo en ayant une action sur El Público. Et je crois qu'il y a une différence là à faire et qui est très difficile à penser peut-être.
à savoir, on s'adresse à un public qui est dans une culture, comme tu l'as dit, qui est faite de toutes les contraintes économiques, les commandes, les modes, au sens large et parfois péjoratif. Mais ce public-là, c'est aussi celui de la communauté vivante du peuple, quoi. Et comment passer de l'un à l'autre, comment quand tu le fais, tu travailles avec tu l'as dit aussi, tu travailles avec les acteurs, avec les présentations, le choix des œuvres. Quelle est la première cible? Voilà. Et, la première cible, c'est justement ça, c'est penser au public. Je me demande qu'est-ce que je veux faire, parce que le théâtre, c'est finalement c'est une rencontre entre ici et là, non? Et donc je peux pas faire ou je ne veux pas faire comme si là n'existait pas. Je veux faire que ça existe et donc je me demande qu'est-ce que je veux faire dans cette société. Et en tout cas, il y a toujours une pensée non violente et qui va vers un chemin où il y a on peut parler de douleur, on peut parler de catastrophe, on peut parler de beaucoup de choses, mais il doit y avoir une lumière. On peut parler en tragédie ou en comédie, ça fait rien. Mais il doit y avoir toujours quelque chose un espoir, quelque chose qui marche vers pas pour rester ouf, heureusement, non, plutôt pour avoir une action pour. Et tu fais quoi, toi? Non, alors je vais faire rire mes camarades camusiens, puisque en général, je parle de vibration, là je vais parler de capillarité. À savoir que finalement, bon, je ne suis pas du tout un spectateur régulier du théâtre, Ouais. Mais j'imagine que lorsqu'on a un public, il y a tout ce qui passe, comme tu le dis, de la scène au public. Et puis ce public, après, il sort du théâtre. Et qu'est-ce qu'il va, non pas transmettre en disant j'ai vu telle pièce, j'ai vu telle œuvre, et il faut faire comme ça, il faut penser comme ça, mais dans sa manière d'être, comment, par capillarité, il va transmettre ce qui a été donné à ce moment-là. Tu sais, c'est un petit peu comme... on définissait à un moment, certaines définissaient l'engagement comme le sucre dans le thé. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, mais ça change le goût. Et bien, de quelle manière la visée, c'est là où je pensais public, peuple. Mais je crois que ça concerne tous les artistes, quoi, hein. Comment, à travers un public défini, finalement, ce public est le plus grand amplificateur par capillarité du message qui est transmis. Il suffit qu'il soit réceptif, à quelque sorte. C'est pas en dire que c'est pas un porte-parole, mais là il y a une osmose. Je pense à ça parce que je pensais à Camus et aux premières représentations du théâtre du travail à Alger, et puis du théâtre de l'équipe, et notamment, je crois que c'était pour Le Temps du mépris, qui se termine littéralement par des chants de tout le public. Il y a une mise en scène qui emporte tout le monde. Et je crois que c'est Jean de Negroni qui en parlait en disant qu'il y avait quand même 2000 personnes. 2000 personnes dans des bains publics sur le bord de la plage à Alger. Donc effectivement, quand ils sortent de cette communion, plus que de ce spectacle, ça se diffuse après dans ce qu'ils ont vécu à ce moment-là d'exceptionnel, se diffuse aussi dans la société, quoi. Voilà. Donc c'était le sens de public, peuple, enfin, Ouais. public au peuple, quoi. On a fait une étude scientifique sur l'écoute du spectateur envers l'acteur et aussi de l'acteur avec le personnage. Qu'est-ce qui arrive dans le cerveau? Parce que le premier pas d'un acteur, c'est la transformation.
Tu n'es plus toi, tu es un autre, une autre. Et il y a une transformation qui se produit dans le cerveau, paraît-il. Oui. Et cette transformation aussi la reçoit le spectateur. Et il y a une transformation du cerveau du spectateur aussi pour ce personnage-là, qui peut durer 2 heures après la représentation. Donc, cette transformation a fait vraiment, c'est pas la catharsis, c'est pas un effet, il y a un effet vraiment d'étude, et en même temps que ça peut être très intéressant, ça peut être aussi très ennuyeux. C'est un pouvoir. Quand j'écris, que je suis dans un personnage, je suis le personnage, et je fais toujours la faute d'orthographe. J'écris « je partais à IT ». Et au moment où je ne fais plus la faute, je sais que je suis... C'est le seul moment, c'est le petit moment où je me relis et je ne fais plus de fautes. Je sais que... Ça, c'est bien. Quand tu dis cela, ça m'a évoqué un souvenir. Bon, je vais faire le malin, mais une fois, j'étais en Seine-et-Marne à l'époque, et à Créteil a eu lieu une représentation d'Agamemnon avec Maria Casares. Alors je me suis dit, quand même, je vais voir Maria Casares. Donc je vais assister à la représentation, et c'était époustouflant, quoi. Je veux dire, on était vraiment subjugués. Puis à la fin, je me suis dit, allez, je vais essayer d'aller la voir. Et donc, très gentiment, elle me reçoit dans sa loge, et elle me fait asseoir, elle me fait un verre d'eau, on se met à bavarder. Et à ce moment-là, pour revenir sur ce que tu disais, je vois rentrer Agamemnon en par-dessus, disant « Maria, il faut que je me dépêche, sinon après je n'aurai plus de métro. » Mais franchement... Ça a été terrible, parce que c'était l'acteur Agamemnon, enfin c'était encore Agamemnon. Et bien Agamemnon qui vous dit je vais rater le métro, ça vous frappe. Et effectivement, c'est un point important, mais c'est dire à quel point on reçoit. J'ai fini de lire les étoiles de Sidi Moumen de Haï, et j'avoue que j'ai du mal à revenir, et puis en même temps... comment dire, je comprends et en même temps je condamne. Oui, c'est ça. Et puis je sais que je ne vais plus regarder, je travaille dans un collège, je ne vais plus regarder certains élèves comme je les voyais avant. C'est là où je parle de capillarité. C'est-à-dire, je ne pourrais pas faire la théorie d'un nouveau regard. Mais comme le sucre dans le thé, le regard change. Et il y a la part voulue par l'auteur, par l'artiste, et puis ce qui nous échappe à tous. C'est un livre qui m'a donné beaucoup de problèmes. J'ai commencé à écrire, et puis à un certain moment, il était hors de question de faire l'apologie du terrorisme. C'est impossible. Et j'ai arrêté d'écrire. J'ai écrit pendant 2 ans, et j'ai arrêté d'écrire. J'ai écrit un autre livre, qui s'appelle Historias de Marrakech, c'est les légendes. C'est comme des vacances littéraires. Mais ça continuait à me poursuivre, ce livre continuait à me poursuivre. Et 2 ans plus tard, 2 ans, c'est-à-dire où j'ai écrit les Historias de Marrakech, j'ai repris le livre. Et alors, je me suis dit, je vais tout refaire. Et la seule façon, c'est d'impliquer le lecteur. C'est-à-dire lui faire aimer le gamin. Et c'est tout ce que je fais. Et finalement, il est obligé de vouloir le protéger, ce gamin. Et en fait, parce que je l'ai impliqué. Je lui dis, regarde, voilà. Et c'est ça le... Mais en même temps, ce qui apparaît et qui me paraît très important, c'est l'incompréhension. Je ne dis pas l'ignorance. L'incompréhension qui crée l'obligation. À savoir que dans le fil du livre, à partir du moment où ces gamins sont amenés à la montagne, ils ont le sentiment qu'ils sont embarqués dans quelque chose, mais ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Et parce qu'ils ne le comprennent pas,
ils n'osent pas s'en retirer. Et sauf à la fin, mais on ne sait pas ce que devient Fouad qui part. Et ça, c'est dans la réalité. Hein. Ouais. Il y en a un, à la dernière minute, il n'a pas voulu se faire exploser. Il s'est sauvé, mais il n'a trouvé personne pour le débrancher. Voilà, c'est ça. Ouais. Quelle horreur. Mais je crois que il y a quand même quelque chose là-dessus sur la servitude, à savoir que les techniques d'asservissement créent d'abord sciemment de l'incompréhension chez ceux à qui ils s'adressent. Et des fois, c'est l'aveuglement. Hein. Oui. C'est-à-dire, on arrive à convaincre le gamin qu'il va vraiment aller là-bas. Oui, et Oui, mais on le convainc de ça, mais à un moment, il ne comprend pas bien ce qui se passe. c'est pas très bien. Il y a, dans les histoires de Sidi Boumen, il y a quand même son grand frère, c'est Hakim, le grand frère. Je me souviens plus. Bah non. Oh, moi j'ai tout noté. Je crois que le grand frère hésite. Et alors, tout à l'heure j'ai transpiré sous les... Mais il remarque que son frère transpire alors qu'il ne transpirait jamais. Il sent qu'il doute. Et tous sont dans cette... Ils savent, oui, bon, ils peuvent répéter ce qu'on leur a dit, mais ils ne comprennent pas. Et je crois que la misère est là, et c'est là où est l'enjeu de l'art. C'est de créer les outils de compréhension des choses. Parce que là où on laisse l'ignorance, ou en tout cas on crée de l'ignorance, parce que la perversion finalement c'est de créer de l'ignorance. Ils n'osent pas se dédire, parce que comme ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive, ils laissent faire. C'est la soumission. À ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent demander une question, ou poser une question, ou faire un commentaire, ou peut-être, non? Bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais savoir en fait en quoi dans vos travaux, dans vos pratiques, cette question de la dégradation de la culture qui mène à la servitude, comment vous y répondez en fait en tant qu'artiste, en tant qu'acteur de la culture? C'est-à-dire, dans nos pays à nous, jusqu'à il n'y a pas longtemps, au Maroc, il y avait 45% d'analphabètes, disons en moyenne, 55% de femmes, 45% d'hommes, ça doit être les chiffres. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à installer une dictature. C'est-à-dire, c'est ce qu'a raconté tout à l'heure Natalia, la culture est un facteur de séduction. Les gens peuvent, s'ils savent, peuvent devenir dangereux, peuvent poser des questions, peuvent contester. Et donc, notre manière à nous de vouloir changer les choses, c'est d'éduquer. Il y a une seule chose à faire, c'est éduquer. Et donc, c'est pour ça que nous créons des centres. Il y en a 5, il y en a 3 qui vont ouvrir. C'est la seule façon. Et pendant 10 ans, l'État ne nous a pas aidés. C'est-à-dire, pas un centime, mais il fallait qu'on aille faire des expositions, collecter des œuvres, les vendre aux enchères, etc. Et ce n'est que 10 ans après que l'État, un institut, l'INDH, l'entraide nationale, ont commencé à nous financer 30% de... C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire, ils ne font pas le job, mais ils ne m'aident pas à le faire. Et donc, il y a des raisons, voilà. Moi, j'essaye de trouver des pièces de théâtre qui parlent de la diversité, je travaille avec des gens de toute race, j'essaye de... la non-violence, c'est pour moi fondamental. Je cherche toujours des chemins où je ne veux pas être vraiment le centre, mais c'est plutôt chercher le dialogue, enfin tout ce que je viens de parler.
ce serait un peu long si je raconte un peu mon parcours. Un petit bout. Voilà. Par exemple, monter l'hiver sous la table de Roland Topor, ça me paraît, par exemple, un fait très clair de culture. Parce que c'est une traductrice qui n'a pas d'argent, et elle loue le bas de sa table à un Polonais. Enfin, il y a toute une histoire et bon, j'essaye de parler de choses qui arrivent, avant-hier, hier, aujourd'hui, et j'espère qu'on essaiera que ça n'arrive pas maintenant, demain. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à ce qui a été dit avant, lors de la discussion, en apportant une citation de Camus qui m'est revenue en fait à la mémoire en vous écoutant. Camus dit que l'artiste est celui qui cherche à comprendre au lieu de juger. Il cherche à confondre tous les juges. Et c'est exactement voilà, ce que j'ai ressenti quand vous avez témoigné. Ça m'est revenu. Et c'est ça la posture artistique. On est dans la compréhension humaine et on essaye d'échapper à ce jugement qui va être stérile, Exactement. qui est meurtrier en quelque sorte. Voilà, donc c'était juste pour faire cet excursus. Hola, esta pregunta es especial para Natalia, que estoy un poco confundida cuando has comentado al principio que creo que era la primera cosa que distancia a las personas de la cultura es que esté relacionada con el ocio. Sin embargo, tanto en mi entorno más cercano como en mí misma, el ocio es imprescindible para disfrutar del placer de la cultura. Por el tiempo para ir a escuchar música en directo, que además suelen ser en los horarios fuera de lo laboral, para la lectura, para escuchar música. Si no se tiene este tiempo de silencio o de libertad, me resulta muy difícil pensar en la cultura como arte, y eso que entiendo la cultura a un nivel mucho más, diríamos, antropológico, como que la cultura también es cocina, también es preparar un ramo de flores. Cultura para mí son las costumbres, muchas cosas de cada pueblo, de cada comunidad. Pero esta distancia o este análisis que has hecho como que el ocio, apartarlo como para disfrutar de la cultura es un error o algo no benigno, yo lo considero lo contrario. Entonces quería preguntarte a ver si me iluminas un poco en este punto. Gracias. Gracias. Bueno, probablemente sea a lo mejor encontrar el acuerdo en las palabras, ¿no? En qué significa para usted el ocio, qué significa para mí, pero de pronto escuchándola ha dicho el silencio, un tiempo de silencio. Entonces ese ocio me parece muy interesante. Ese ocio, entonces, es probablemente un tiempo donde pueda encontrar ese disfrute y ese beneficio para el alma y para su entendimiento, seguro. El ocio, tal y como lo puedo expresar yo, tiene que ver más con un tiempo de entretenimiento y de apartarme justamente de ruido y de apartarme de un tiempo para la reflexión, para la belleza. Es todo lo contrario. Por eso digo que seguramente sea podernos encontrar en las palabras, ¿no? Pero yo también, el ramo de flores me parece que es fantástico, claro que sí, y la cocina, por supuesto, también. Sí, no, creo que es eso, que el ocio es una manera de entretenimiento para quedarme más ignorante, para no poder
pensar, para no poder escuchar. Sí oír, pero no escuchar, ¿sí? O ver, pero no mirar, ¿no? Bueno, pues ese es lo que yo entendía o entiendo como ocio. Hola, no tengo muy claro tampoco lo que quiero decir. Coincido en ponernos de acuerdo en qué significa la cultura y en qué significa el ocio y en con qué palabras, si son mayúsculas o más minúsculas, la cultura, por ejemplo, ¿no? En espacios, por ejemplo, como el proyecto que explicaba él en Marrakech, pues para mí también soy una persona de acción y necesito que la cultura llegue a todo el mundo, ¿no? Y en mi obra busco los términos que nos identifican a todos como humanos. Hay una cultura que también se escribe con letras muy mayúsculas, que requiere otras cosas. Para mí la cultura es educación, es pueblo, es muchas, no sé, creo que eso a veces se escapa un poco de esta cultura de teatral importante o de pensamiento tan importante, y que también en las personas del pueblo es necesario que llegue, y que para eso lo único que se necesita es más educación, más recursos para, por ejemplo, aquí en Baleares, en unas jornadas que hacen en Mallorca, pues se dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer que los artistas de Baleares tengan más presencia? Pues dando más subvenciones para que los artistas de Baleares puedan hacer más cursos, puedan viajar más, puedan hacer... Y esto pues se puede llevar a todas partes, ¿no? Entonces a veces creo que en esta cuestión de hablar de cultura o de lo que los espectadores necesitamos también, que comentabais, ¿no? Lo que necesitamos es emocionarnos. Para mí eso es lo que hace que te involucres con una cosa. Necesitamos que nos hablen a los ojos, que nos hablen de nuestras cosas también, ¿no? De quitar seriedad en los discursos y de hacerlos más divertidos y cercanos. Bueno, no sé, no es una pregunta en particular, es un agradecimiento y es una reflexión alrededor de lo que la cultura me gustaría que fuera. Hello, thank you for your presentation. This is just directed at any of you. Somebody mentioned the audience, right? And I'm wondering, to what extent has the audience's receptivity of your work altered its output? J'ai pas compris le dernier mot. En vérité, moi, je pense jamais au public quand j'écris. Hein. Mais dans nos pays à nous, en Afrique, on se sent investi d'une mission donquichotesque de redresseur de tort. Il y a tellement de problèmes qu'on n'a pas le temps de regarder les nombrils. Ici, on regarde beaucoup parce que vous allez bien. C'est-à-dire, ça va tellement mal. Moi, tous mes livres, à chaque fois, je me dis, je vais peut-être écrire une belle histoire d'amour, quelque chose qui finit bien. J'y arrive pas, je commence et ça tourne mal. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de public. Oui, mais on revient encore à la question du public. Si, c'était s'il est altéré ou s'il est... Comment la réceptivité des publics altère le travail ou bien peuvent le modifier? Bon, mais, dans le théâtre, c'est immédiat. C'est immédiat. C'est une relation vivante. Quand j'étais comédienne, je sentais la vibration, je sentais, et peut-être ce jour-là, j'avais pas envie, je pouvais être triste, je pouvais être mal, mais je sentais
l'envie, par exemple, il y a une énergie, c'est vrai, et du public qui... Et alors, je sortais d'une autre façon. Mais est-ce que tu as... Sorry, my English is not... It's bad. I'm so sorry. Est-ce que tu as éprouvé ce sentiment un acteur qui me parlait de ça, à savoir que dans une salle importante, on sent un public qui est bienveillant, qui est acquis, et ça porte. Et puis, il me racontait des moments où il rentre sur scène et il sent que tout le public est agressif, enfin, je veux dire, vient pour casser la pièce. Et là, il y a, enfin, pas pour casser, mais il y a un refus. Oui. Et physiquement, c'est un travail physique pour le ramener tout au long de la représentation. Et c'est vraiment un corps à corps, quoi, oui. Et qui est vécu physiquement très intensément. Tout à fait. D'ailleurs, à mon époque, on savait les jours. Parce que les gens venaient plus. Et on avait envie de tomber malade ces jours-là. Non, on ne peut pas tomber malade dans le théâtre. Mais on savait les jours, par exemple, je sais pas, les vendredis, les gens étaient à plat, ils étaient très, très fatigués, ils s'endormaient. C'est vrai, ils venaient et ils s'endormaient. Les jeudis, par contre, ils étaient très contents parce qu'ils finissaient la semaine, etc. Mais c'est vrai où quelque chose se passait dans le monde ou dans la ville, ou je sais pas, et les gens venaient avec une certaine altération, et tu devais faire en sorte, essayer de changer ça. Et de la même façon qu'ils te changent, toi, tu fais en sorte de pouvoir changer, ouais. Il y a vraiment à ce moment-là une altération, même dans la manière dans la présence sur scène, et puis ça modifie aussi le rapport au personnage. Quelque part, ça peut le mettre en danger même, non ? Par exemple, quand tu sens que le public parle beaucoup, non ? Il y a des gens qui font que son volume est plus haut. C'est une erreur. Il faut baisser le volume, et alors les gens vont s'arrêter. Par exemple, mais c'est des choses que tu apprends sur scène, non ? Une jolie phrase en français, ils disent « il faut savoir les cueillir ». Voilà. Voilà. Con la última pregunta, ¿de acuerdo? Bon, je reviens sur l'idée l'idée lorquienne que nous a apporté Franck, non, la distinction entre le public et le peuple, non. Et Maï a dit qu'il ne pense pas à son public, non, mais je pense par exemple que le centre de jeunes ont un public, que sont les jeunes même, mais l'objectif final, c'est de transformation sociale, c'est-à-dire de transformer le peuple, non. Alors, l'idée de capillarité, non, que c'est le processus basique pour avoir cet objectif de transformation sociale, que c'est le même objectif de l'artiste aussi, non, de sauver l'humanité, pouvons dire, non, à travers de l'œuvre, non. Alors, c'est-à-dire, mon question, non, c'est un peu à Franck, mais aussi aux autres, non, ces processus de capillarité, comme marche pas, non, comme fonctionne, non, parce que c'est basique pour assouvir le but de la création ou même les actions, l'activisme de transformation sociale, non? Et surtout, comment doit avoir l'artiste cette idée de capillarité, non? Pour assouvir son but de transformation sociale. Non, mais je n'ai pas dit. Ah non. Dis. Non, vas-y. Non, je sais pas, je vais répondre en faisant une référence à une autre œuvre de Mahi, à savoir c'est le poète et son ombre. L'ombre du poète. L'ombre du poète, voilà. Lorsque tu fais la différence entre deux amis qui finalement, l'un devient un politicien et qui prend toute la dimension
comment dire, du rapport à la vérité, etc. Enfin, l'enjeu, c'est le rapport à la vérité. Hein, mais après, parce que voilà, ce serait bien que tu nous en parles peut-être par rapport à cette histoire de capillarité. Moi, là, simplement, l'idée, c'est que et je ne veux pas prendre de l'avance sur mon camarade Alexis. Je crois que le centre de la problématique, c'est peut-être l'idée du don. On en parlait l'autre jour avec des camarades. L'idée, c'est que, vous savez que quand on parle du don, alors en français, ça a 3 sens. Hein, à savoir le don que je reçois, le don que je fais, et le fait d'être doué pour. J'ai le don de la musique, j'ai le don des maths, de la peinture, etc. Et je crois qu'on aurait intérêt à étudier, parce que l'œuvre de Camus présente cette possibilité-là, le fait qu'il y a toute une réflexion sous-jacente à toute l'œuvre sur qu'est-ce que c'est que recevoir, qu'est-ce que c'est que donner. Et la manière de recevoir et la manière de donner nous dotent, améliore le don que nous avons pour recevoir et pour donner. Il y a une circularité. Et dans cette circularité, il y a un enjeu. Je vais faire vite parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a un enjeu qui est très fort, c'est que la manière dont je vais recevoir, ou dont je vais donner, elle est soit économique, sur le modèle économique de l'échange. Hein, vous savez, Marcel Mauss, son étude sur le don, c'est-à-dire que je donne, et au moment où je donne, on doit me dire merci. On doit me gratifier. On doit surtout ne pas me montrer de l'ingratitude. À ce moment-là, dès l'instant où j'ai ce geste-là de donner, eh bien, je suis dans une relation économique, une relation d'échange, qui demande, qui crée de la dette. Finalement, pour reprendre vous savez, la reconnaissance, on a tout le langage du remerciement, c'est le langage religieux, gratia, hein, l'ingratitude, et c'est le langage économique de la dette. À partir du moment où on reçoit, je dirais, naturellement, et où on donne naturellement, sans demander, et voire même en refusant toute gratitude, à ce moment-là, on est véritablement dans un don qui échappe à la relation économique et qui peut se diffuser comme tel. Ce que nous disions avec Maïs, à savoir que dans des contextes, je dirais, sociaux difficiles, quand on apporte quelque chose dans un quartier, à certains élèves, dans un collège ou ailleurs, tant qu'ils disent merci, c'est qu'on n'a pas été au bout. Quand ça devient naturel d'aller au cinéma, quand ça devient naturel de faire un voyage scolaire comme les autres, et que, oui, voilà, et on ne vient pas dire « Ah, merci monsieur, c'est vraiment super », c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a vraiment donné. Avant, on a échangé. Et donc, l'idée de capillarité, c'est, comme on donne une pièce de théâtre, comme on donne une œuvre, l'artiste, quand il donne, il ne sait pas à qui il donne, il ne sait pas ce que ça va devenir, et celui qui reçoit, bon, effectivement, si c'est un Picasso dans son salon, il s'en rend compte, mais on revient dans l'économique. Mais celui qui reçoit, à la limite, peu importe. D'où quelque chose qui a été noté, qu'on n'a pas forcément trop noté chez Camus, son désir à un certain moment de publier des textes anonymes. Enlever l'étiquette. À savoir que quand on aime une œuvre, comme ça peut être le cas pour nous, pour l'œuvre de Camus, à un moment, effectivement, oui, c'est l'œuvre de Camus, mais on n'est pas pour autant dans l'orthodoxie, c'est pas la Bible. Et on peut vivre avec des œuvres qui se confondent dans notre manière de penser. Et la meilleure manière pour un auteur d'avoir vraiment donné, c'est de devenir presque anonyme dans celui qui le lit, quoi. Ouais. Et donc cette dilution par capillarité, elle place l'enjeu du don comme essentiel. Et c'est par cette pensée du don comme n'étant plus du don, quoi, n'étant simplement un flux, que la capillarité peut avoir lieu. À savoir que, je pense, quand tu donnes un spectacle, le retour salle, c'est que
Ben oui, 80% de ce qui est passé. Et puis ça va se diffuser dans le monde. Ça, mais plus personne ne pourra savoir comment ça se diffuse, ni jusqu'où. Et c'est là où véritablement, et peu importe, et surtout, il ne faut pas chercher à le savoir, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de capillarité. L'économie, elle est tout le temps là, parce que quand on donne, on reçoit une satisfaction. On reçoit. Donc il y a un échange. On dort bien. L'économie, elle est tout le temps là. Oui, mais tu connais ce fameux proverbe, hein, enfin, cette phrase, hein, fais le bien et jette-le à la mer. Hein, c'est fais et jette et oublie. Et je crois que finalement tout grand artiste, et on le retrouve chez Camus dans cette. Après il y a de l'anecdote, hein, vous savez, il laissait les clés sur sa voiture et quand on lui a dit mais attention, fais attention, si quelqu'un la vole dans l'état où elle est, c'est qu'il en a vraiment besoin, quoi. Bon, en tout cas, merci à vous trois de nous avoir donné, en tout cas, c'est sûr. Merci. Merci. On a une petite 5 minutes, le temps de préparer la table et préparer le prochain intervenant, Abderrahmane Sissako, que j'invite par ici. Mais ne sortez pas, no, perdón, que estoy hablando ya en francés y no me entero. No salgáis si no necesitáis, son 5 minutitos de cambio.